Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a proposé récemment lors du One Planet Summit de Nairobi la solution alternative de production de charbon à base de plantes pour lutter contre le réchauffement climatique. Et c'était une de grandes propositions. Et il a également parlé du transfèrement des eaux du fleuve Congo via l'embouchure pour donc alimenter le lac Tchad qui tarit. Nous en parlons avec un expert en gestion des ressources naturelles. Norbert Yamayamba, bonsoir. Bonsoir. Allez, on attaque directement la première proposition réaliste de lutter contre le réchauffement climatique en produisant du charbon à base des plantes. C'est-à-dire qu'il faut couper ces plantes aussi. Et en coupant les plantes, est-ce qu'on va dans la lutte contre le réchauffement climatique? C'était une des propositions du président Tshisekedi. C'est vrai que le président a parlé de la problématique du dérèglement climatique. Et dans la recherche des solutions, le président ne s'est pas arrêté essentiellement sur une seule alternative. Il y a plusieurs alternatives dont il a mis sur la place publique. Entre autres, n'est-ce pas, la fabrication de charbon sur base de plantes. Mais au-delà de cela, le président est allé un peu plus loin lorsqu'il a parlé des énergies renouvelables. Et parmi celles-ci, le président a parlé, n'est-ce pas, de l'énergie hydraulique. Parce que nous avons de grandes potentialités. Vous savez que le Congo-Kinshasa à peu près 5000 mégawatts. Et donc aujourd'hui, il n'y a que 1400 mégawatts qui sont opérationnels. Et le président estime que nous avons le fleuve qui a un débit régulier, nous avons des affluents, nous avons. Et donc avec cette potentialité en eau, cette pluralité des sites, on est capable véritablement de mettre en place cette énergie et distribuer l'électricité sur l'ensemble de notre pays, pourquoi pas au niveau de l'Afrique. Il n'y a pas que ça, le président a parlé aussi de l'énergie éolienne. Nous avons le vent, c'est disponible dans toutes les provinces de la République. Et donc, beaucoup de pays à travers le monde utilisent le vent pour cette énergie éolienne. On aurait pu véritablement le faire, on n'y a pas. On n'a même pas commencé, etc. Et le président trouve que c'est encore une piste pour qu'on puisse véritablement avoir l'énergie propre. Le président a parlé également de biogaz, vous savez, le système de digestère. Étant donné que nous avons une superbe végétation, et donc on peut monter des digestères et on peut produire du gaz. Et ces gaz peuvent véritablement produire de l'énergie propre. Le président a également parlé de l'énergie photovoltaïque, ce qu'on appelle généralement l'énergie solaire. Tout le temps, tous les jours, que ce soit la saison de pluie ou la saison sèche, nous avons le soleil. Et donc, à partir, n'est-ce pas, de panneaux solaires, nous pouvons produire de l'énergie. Dans beaucoup de pays, n'est-ce pas, aujourd'hui, vous arrivez par exemple dans un pays qui est suffisamment industrialisé comme l'Allemagne, mais vous atterrissez, n'est-ce pas, au niveau de l'aéroport, vous voyez toutes les maisons pratiquement sont dotées de panneaux solaires où ils tirent véritablement leur énergie. Et même aujourd'hui, beaucoup de plantations qui ont servi naturellement à produire de produits agricoles, etc. Toutes ces plantations servent à double titre. En bas, vous voyez, on peut bien produire, n'est-ce pas, un certain nombre de produits agricoles, mais en haut, on a monté des pylônes qui portent véritablement sur toute la surface, n'est-ce pas, les panneaux solaires. Et donc, même des fermiers deviennent véritablement des entrepreneurs qui distribuent de l'électricité. Et même au niveau du village, ça se fait. Donc, c'est cette pluralité des alternatives qui permettent à chaque pays de s'organiser pour dire que par rapport à ma situation, j'ai le vent, j'ai le soleil, j'ai de l'eau, etc. Pourquoi je ne mettrai pas autant d'énergie qui permettent véritablement de desservir, n'est-ce pas, l'électricité à tout le monde? Vous voyez, malgré toutes ces potentialités, le Congo-Kinshasa ne dessert que 9%, le président l'a souligné. Et donc, on aurait pu véritablement avancer, mais on ne l'a pas fait simplement parce que ça n'a jamais
Non, j'allais dire que ça n'a pas véritablement une préoccupation. Alors, Norbert Mbemba, au-delà de ces chapelets de bonnes intentions, qui peut être égrené par n'importe qui, nous parlons du président de la République et de ses propositions. Vous avez cité un certain nombre d'entreprises qu'on peut mener, il y a les ressources hydrauliques, mais vous savez que ce sont des investissements lourds, ça demande beaucoup de financement, et il y a du financement de ce côté pour justement le mettre en place, mais il faut des débouchés également. Je vais prendre un exemple très simple, nous avons le projet Inga 3, qui bat de l'aile plus ou moins, qui fait un pas, recule, parce que, bon, voilà, pas grand monde s'y intéresse. Au-delà donc de ce chapelet de bonnes intentions, nous avons toutes les potentialités, mais sur du concret, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos moyens, nos peu de moyens, ou le peu de moyens de nos partenaires africains? Monsieur Eric, tout se conçoit en fonction de la pensée, et la pensée se traduit, n'est-ce pas, dans un programme. Et donc les potentialités, c'est vrai, ça existe, mais il faut les rendre opérationnelles. Mais bon, je dois vous avouer qu'il y a beaucoup de pays en Afrique ont déjà tenté l'expérience. Lorsque je prends l'exemple du Rwanda, il y a du gaz méthane sur les lacs Kivu. Pour extraire ce gaz, le Rwanda n'avait pas de l'argent. Il a lancé l'appel d'offres, et donc les Indiens ils se sont présentés. Et donc on a fait tous les calculs pour dire que pour qu'on puisse extraire le gaz, et voilà, donc il faut disponibiliser 500 millions de dollars. Dans le cas d'un partenariat public-privé, et donc les Indiens ont accepté véritablement de construire ces partenariats gagnant-gagnant. Aujourd'hui, lorsque vous arrivez même à Goma, vous allez voir une usine qui produit, qui extrait du gaz, et qui permet aujourd'hui de desservir le marché presque de l'Afrique centrale en gaz. Comment on est arrivé là? Simplement parce qu'il y a un partenariat. Et donc cette opportunité est offerte à tout le pays, de profiter. Il y a beaucoup d'investisseurs à travers le monde qui sont disponibles, qui ont de milliards aujourd'hui pour investir. Le Inga, pour qu'on puisse arriver à 40 000 mégawatts, etc., il nous faut 60 milliards de dollars. Quel représente 60 milliards? Lorsque vous prenez la Chine, par exemple, aujourd'hui, elle est arrivée jusqu'à avoir 11 800 milliards de dollars. Et donc, il faut extraire 60 milliards. Ça ne représente rien. Sur le papier, c'est facile, mais sur le terrain, il n'y a rien qui se passe. Et ben voilà, nous n'avons pas encore commencé l'exploitation du gaz méthane du lac Kivu. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qui explique que le Congo, qui a des potentialités par rapport à cette question, n'arrive pas à extraire? C'est qu'il y a un problème de volonté politique. Et donc, vous ne pouvez pas parler de chapelet d'intention pour un président qui véritablement s'engage dans une direction. Hier, effectivement, aucun de ceux qui l'ont précédé ne sont pas engagés sur le plan, ils ne sont pas engagés sur cette direction. Les intentions, les bonnes, on les ont toujours eues. Tout le monde a toujours eu des bonnes intentions. Après, oui, bien entendu. Ouais. Mais il y avait quelqu'un qui avait une bonne intention. Effectivement, c'est un projet qui date depuis le début du XXe siècle. Inga, par exemple, c'est avec le Belge. Mais ça s'est quand même matérialisé dans un premier temps. Et donc, la maintenance et puis la continuité des travaux ont fait défaut. Mais on peut pouvoir aller dans cette direction-là. Lorsqu'il faut disponibiliser, par exemple, l'électricité pour desserrer ne serait-ce que 30%, on peut mettre de moyens, on peut aller dans la direction d'un partenariat public-privé et on peut avoir des moyens. Et on peut réaliser ça. Et aujourd'hui, vous avez plusieurs pôles à travers le monde qui sont disponibles. Quand vous êtes chez les dragons asiatiques, quand vous êtes chez les tigres asiatiques, vous avez même de petits pays comme Singapour qui disponibilisent des grands moyens, cherchant où investir dans un domaine très producteur. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas capables de capter justement ces financements, et pourtant le potentiel existe, voilà.
Comment nous n'arrivons pas? Mais c'est un problème. Vous savez qu'en fait, l'homme... Nous ne présentons pas des projets bien ficelés, bancables. Mais nous, au-delà des projets, parce qu'effectivement, il y a pas mal de cabinets qui sont disséminés à travers le monde, qui peuvent monter de grands projets pour un pays lorsqu'on a la volonté, encore que la plupart des projets qui sont montés au Congo sont montés essentiellement soit par des partenaires au développement qui veulent faire telle ou telle chose, etc. Mais aujourd'hui, plus que jamais, sincèrement, on a la responsabilité, parce que nous avons de l'expertise, parce que nous avons de potentialités, etc., que nous puissions nous engager résolument à lutter contre la pauvreté. Et là, c'est un problème réel, étant donné, Eric, que le débat dans notre pays, c'était toujours un débat d'opinion. Quelqu'un vient, il pérore, il fait des incantations, des coups de gueule mégaphonés autour des choses générales et généralisées, mais on ne sent pas un débat de fond, un débat qui porte sur la prospérité, parce qu'en réalité, lorsque on est dans un pays, on peut se poser la question. Aujourd'hui, nous sommes 85 millions. Demain, en 2035, on sera 165 millions. En 2050, on sera 220 millions. Comment allons-nous desservir l'électricité à notre population? À ce moment-là, quelqu'un se dit, ben voilà, nous avons des potentialités, on fait comment? Où est-ce qu'on peut trouver des moyens? On mobilise des ressources internes, ça c'est évident, qui sont insuffisantes, encore qu'on vous dit que lorsqu'on arrête la corruption en proportion de 30%, on peut aller avec un budget de 55 milliards de dollars. Et donc, au-delà de ce que nous pouvons produire en terre, au niveau interne, nous avons la possibilité d'avoir des partenaires au développement, d'avoir, n'est-ce pas, des partenaires stratégiques qui peuvent, avec nous, monter des grands projets qui peuvent véritablement être opérationnels et on peut se répartir les dividendes. Ça existe à travers le monde. Mais malheureusement, nous n'avons pas encore eu un leadership transformationnel, un leadership qui est préoccupé de voyager 50 ans, 100 ans, et qui sait qu'en 2050, il y aura 220 millions, et si aujourd'hui, en 85 millions, on n'est pas en mesure de donner l'électricité à cause de 1400 mégas, donc il faut travailler de telle sorte qu'on puisse justement, ne serait-ce qu'avoir 30%. Et on a un marché, regardez en Afrique centrale, Inga, ne serait-ce qu'en termes de 30% de ce qui représente ses potentialités, on peut desservir l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Mais l'Afrique centrale, celle, dispose d'un grand marché parce qu'il y a plus de 300 millions de personnes. Et donc, tous ces pays-là ont besoin véritablement de l'électricité. Alors maintenant, au lieu d'avoir des priorités, encore qu'on s'engage, mais les gens sont dans une euphorie de jouissance, les gens veulent faire véritablement la cueillette. Lorsqu'on a un peu d'argent payé par tel ou tel pays, etc., tout le monde tombe dessus, on se les répartit, et puis on ne réinvestit pas. Et donc, on est en train de pleurer à longueur de journaux, surtout que le délestage est considéré comme une vie normale et que personne ne fait de réclamation. Et donc, on en trouve, les terrains deviennent très fertiles ou même des graines pourries germent bien. Voilà notre situation. Mais là, nous avons besoin des responsables motivateurs, visionnaires, transformationnels, qui veulent véritablement changer le Congo. Et je vois que dans Félix Tshisekedi, il a bien cerné, il a fait un diagnostic et il a des pistes de solutions correspondantes. Et maintenant, là, il faut véritablement l'aider en arrêtant la corruption, en mobilisant des ressources, mais aussi en lui donnant la possibilité de travailler dans la perspective que le Congo et les Congolais changent. Piste de solutions, oui, je l'ai dit tantôt. Mais en vous entendant, il y a comme un déficit géant de réflexion stratégique et d'anticipation dans le chef des dirigeants congolais. Il n'y a rien qui est pensé, comme vous l'avez dit tantôt. Et mais vous dites que Félix Tshisekedi veut résoudre cela. Mais curieusement, dans son programme d'urgence de 100 jours, il n'y a aucune action urgente envisagée pour l'environnement. Comment vous voyez cela? Non, mais qu'est-ce que vous appelez environnement? Qu'est-ce que vous appelez environnement? C'est tous les milliers qui interagissent sur l'homme. Lorsque on veut faire l'assainissement, mais c'est l'environnement. Lorsqu'on veut améliorer ou construire ou réfectionner des routes, c'est toujours l'environnement, etc. L'environnement, c'est un concept global, globalisant, en fait. Mais ce qui est vrai, c'est que, effectivement, le président a mis ça dans son programme
son programme qui s'intitule Vaincre la pauvreté. Et donc, tous les programmes ne peuvent pas être déroulés pendant 3 mois durant. Ah, mais non, ça sont des jalons. On pose un premier pas, et le premier pas a toujours été le plus long. Mais il faut lire tous les programmes, il faut lire les différentes séquences et les chronogrammes. Vous verrez véritablement quel environnement est une préoccupation. Lorsqu'il a déroulé son programme, n'est-ce pas, à Nairobi, sur cette problématique environnementale dans la lutte contre les dérèglements climatiques. Vous avez suivi que le président a pris à bras le corps le problème et a estimé qu'au-delà de l'énergie hydroélectrique, il peut y avoir d'autres énergies alternatives, et notamment la photovoltaïque, n'est-ce pas, l'éolienne et compagnie. Donc, il est là sur un chemin. Mais encore qu'il faut avoir un ministre qui est chargé de cette question, qui s'engage résolument à pouvoir donner des résultats. Donc, entendons le gouvernement. Ce qui a été fait dans les 100 jours, ce sont des signaux forts pour montrer qu'on a une volonté volontariste de changer les choses. Et bien bon, pour comprendre ce qui va venir, il faut lire les programmes. Et le président de la République, même si l'Assemblée, le Parlement est majoritairement FCC, lui, il a responsabilité, ou à travers l'article 169 du Code de la Constitution, qui lui donne la possibilité de formuler des politiques en concertation avec le Premier ministre. Et en tant que garant de la nation, il veillera de telle sorte que la problématique de ce qui représente l'environnement autour de dérèglements climatiques soit prise en considération, surtout qu'aujourd'hui, en tout cas moi j'ai l'occasion de voyager dans les villages, je vois comment les paysans se plaignent aujourd'hui, ils produisent très peu, les pluies n'arrivent pas, et toutes ces perturbations climatiques montrent très clairement qu'elles ont des effets néfastes sur la production, et cette production aggrave la situation déjà précaire de la pauvreté, justement, de nos paysans. Donc, il tient mordicus à aller dans ce sens-là. Et lorsqu'il vous dit qu'on devra travailler pour améliorer les techniques agricoles, etc., ça veut dire en fait que ce n'est pas l'agriculture de subsistance, il n'y aura pas de feu de brousse, et il n'y aura pas cette culture qui consiste véritablement à couper les arbres de manière sauvage, la déforestation ou la dégradation de forêt. Et donc, il tient mordicus à cela, et il a pris même l'exemple, n'est-ce pas, de ce qui est arrivé au Brésil aujourd'hui. Le Brésil, c'est le leadership du bassin d'Amazonie, avec 820 millions d'hectares de forêt. Et le Congo-Kinshasa est le deuxième poumon économique dans le bassin du Congo, 235 millions d'hectares de forêt, mais le Congo a 145 millions. Aujourd'hui, le Brésil est devenu un pays nanti, presque émergent. 3 000 milliards de dollars de produits intérieurs bruts contre 40 milliards seulement pour le Congo. Mais le Brésil a travaillé au travers de sa forêt qui constitue une mine d'or, ce qu'on appelle l'économie, c'est pas l'or bleu. L'or vert, pardon. Et donc, on a besoin, naturellement, que nous puissions valoriser, n'est-ce pas, notre forêt. Parce que la forêt permet de séquestrer les carbones, permet de séquestrer les carbones, et ce sont les carbones qui sont des gaz à effet de serre. Et alors, nous, on jouerait véritablement un rôle au niveau, n'est-ce pas, de la régulation thermique planétaire. Vous avez suivi à un moment donné, lorsque on préparait la grande conférence internationale sur le climat, on s'est retrouvé en Libye à l'époque du colonel Kadhafi. On était à Tripoli pour réfléchir sur des questions. Les Africains avaient réclamé qu'on leur donne 67% de ce qui représente, n'est-ce pas, les frais de compensation de leur capacité de pouvoir réguler le climat. Bon, ça n'a jamais été accepté parce que j'avais suivi à un moment donné Sarkozy dire qu'il faut 10 milliards. Encore les 10 milliards ne sont jamais arrivés. Mais le Congo-Kinshasa, qui a le leadership en Afrique, parce qu'elle représente la moitié de la forêt africaine. Une fois de plus sur le papier. N'a jamais gagné quoi que ce soit. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez le produit intérieur de notre pays, la forêt, qui a au moins 500 millions de mètres cubes de potentialité. Nous n'avons que 0,7% en termes de contribution. Lorsque vous arrivez au Cameroun, c'est 6%. Et le Cameroun n'a que 22 millions. Mais parce qu'entre-temps, l'exploitation, l'exploitation, justement, s'est fait de façon
illicites. Le bois sont coupés comme ça, il y a des pans entiers de forêts qui sont comme ça, données aux Chinois et autres. Ils coupent tranquillement, personne ne leur dit rien. Mais en même temps, vous avez parlé du bassin du Congo, ça m'est venu à l'idée l'exploitation du pétrole dans le parc des Virunga. Le gouvernement actuel est approché par certains on va dire milieux financiers dans le domaine du pétrole pour qu'on puisse exploiter le pétrole dans le parc des Virunga. Qu'est-ce que vous en dites quand le Congo se présente comme en tête de peloton de la lutte contre le réchauffement climatique? Je m'excuse beaucoup. Je suis d'abord cadre de l'IDPS, oui, mais je suis altermondialiste. Oui. Et je connais comment le réseau international fonctionne. Si vous allez aux États-Unis, c'est vrai qu'ils ont un parc de Yellowstone. Mais les États-Unis ont eu des grandes performances. Aujourd'hui, c'est plus de 18 000 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Et donc, nous, c'est vrai, nous avons des parcs, plusieurs parcs. Mais dans ces parcs-là, il y a des richesses. Mais le Congo croupit dans la misère la plus absolue. Il y a notamment le pétrole, on devrait l'exploiter. C'est surtout le pétrole. Et vous savez... Mais il y aura destruction forcément des écosystèmes. Arrêtez, non. Arrêtez ça. Je suis aussi militant. J'ai horreur quand j'écoute mes frères qui sont dans les ONG, etc., en train de distiller des profits dont ils n'ont pas la maîtrise. Aujourd'hui, lorsque vous arrivez en Ouganda, c'est la même nappe phréatique qui quitte l'Ouganda jusque chez nous, au parc des Virunga. Et l'Ouganda est en train d'exploiter le pétrole. Et pourquoi pas le Congo? C'est la même nappe. Et donc aujourd'hui, il y a des méthodes où on peut extraire le pétrole et protéger véritablement, n'est-ce pas, cette forêt qui regorge naturellement une diversité biologique. Mais alors maintenant, on nous dit non, écoutez, nous déclarons cela comme un patrimoine mondial. Entre-temps, ça devient un patrimoine mondial à côté de la pauvreté la plus abjecte, la plus intolérée dans tout un peuple. Et pourtant, beaucoup de pays à travers le monde sont devenus riches, ont résolu le problème de leurs concitoyens simplement parce qu'ils ont eu véritablement à exploiter leurs richesses. Qu'est-ce qui expliquerait que l'Iran aujourd'hui peut se taper la poitrine pour dire que c'est une puissance? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les États-Unis, aujourd'hui la Russie, ils ont des richesses pétrolières? Maintenant nous, on nous dit non, excusez, oui. Ne bougez pas. Et les techniques pour extraire le pétrole sans créer des impacts négatifs sur l'environnement, ça existe. Alors pourquoi on va nous laisser dans cette pauvreté? Aujourd'hui, on a un budget de 4 milliards à 5 milliards de dollars. Et nous voulons véritablement du pétrole. Et ce pétrole nous aiderait à pouvoir investir dans les écoles, à pouvoir investir dans les centres de santé, dans les hôpitaux, bien payer le personnel, etc. Ça, je n'ai jamais été d'accord avec ça. J'ai dit que tant que le Ouganda exploite, pourquoi pas nous? Regardez, aujourd'hui, non, écoutez, mais c'est dramatique. Tous nos parcs ne produisent rien. Vous allez en Égypte avec les momies. Ils viennent regarder. La faute à nous, puisque nous n'avons pas su développer le tourisme. C'est pas la faute à ceux qui s'opposent à l'exploitation du pétrole, qu'on se le dise. Mais écoutez, ils ne peuvent pas s'opposer. Ça, c'est une question. Mais parce qu'il faut. Le parc de Virunga fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Arrêtez ces décisions néocoloniales qui font qu'aujourd'hui nous ne pouvons plus bouger. Nous sommes ligaturés, ligotés. Nous sommes dans la pauvreté, nous ne savons pas comment nous en sortir. Qui cet homme-là? Vous savez, les Américains interviennent en proportion de 100 millions seulement. Voyez, 100 millions. Et pourtant, on aurait pu véritablement faire de grands échanges avec les Américains, on aurait de l'argent, on investirait. Ils ont une très grande technologie. C'est comme ça que nous avons toujours demandé dans les cadres, n'est-ce pas, de nos recherches pour dire, mais pourquoi nos universités ne peuvent pas travailler dur pour nous rechercher des alternatives, nous rechercher des technologies qui nous permettent de transformer véritablement nos richesses. Très bien. Sinon, on donnerait la solution par rapport à ce qui se pose, comme problème. Nous allons rester dans la pauvreté, on va nous dire, écoutez, nous allons garder pour le monde, c'est pas les richesses. Mais arrêtez. Merci. Ça va pas continuer comme ça. Merci beaucoup Norbert Yamba. Le sujet était intéressant et voilà, on vous remercie d'avoir donc répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes expert en gestion des ressources naturelles et cadre
mais aussi militant. Vous avez préféré militant de l'UDPS, c'est mieux. Militant de l'UDPS, bon. C'est bien. C'est pareil. Ouais, on est dans la masse. Et donc, nous y travaillons avec le président pour que cet arsenal des pistes de solutions soit rendu opérationnel dans la perspective d'avoir des résultats. En commençant par ce qui est faisable. En commençant par ce qui est faisable. Tout à fait. On est dans des grandes considérations. Voilà, le journal de Gloria Mbouya, c'est à 19h dans un peu moins de 6 minutes à ma montre. Et ça, voilà. Et le journal, un prochain journal, ce sera à 20h. Bonne continuation de programme sur Télé 50.